Alors, je sais pas si tu es au courant, ce week-end, Louis, mais il y avait la marche des fiertés dans notre ville. Et pendant que j'y étais, c'était aussi le moment où cette marche des fiertés s'est fusionnée avec la marche contre l'extrême droite. Et lors de cette marche, je suis tombé sur l'un de notre ami que on salue de manière très chaleureusement, Jérôme, qui m'a fait remarquer un petit détail que nos auditeurs ont remarqué ou pas, mais qui est dans l'émission dédiée au salaire de la peur où on parle des trois films différents. Bah, on a eu tendance à répéter William Friedkins, William Friedkins, William Friedkins, et figure-toi que notre cinéphile préféré m'a fait remarquer qu'on avait rajouté un S là où il n'y en avait pas. On dit juste William Friedkin. Donc, mea culpa à tous nos auditeurs qui nous ont entendu massacrer le nom de ce grand réalisateur. C'est parce qu'on dit l'exorciste, on dit pas l'exorciste, l'exorcite. Tu peux t'arrêter ici, ça fera une excellente intro. 100K. Oh, oh, T'es mort? ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Je suis Damien et dans cette étrange guerre qui est ma vie, je suis accompagné d'un merveilleux soldat qui est Louis. Bonjour Louis. Salut, je suis hyper content, ça fait du bien de se voir un petit film d'animation pour se changer des idées de la vie politique, parce que c'est aussi fait pour ça le cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un film bizarrement d'actualité, Valse avec Bachir d'Harry Folman. Alors, si je dis bizarrement, c'est parce que je me souvenais que c'était un film excellent, qui avait eu un excellent impact sur moi lorsque je l'avais découvert, mais je me souvenais plus trop de quoi il parlait. Pour moi, c'était un conflit déterminant dans un pays de Proche-Orient, et on cherchait justement un documentaire pour varier un peu les différents films dont on avait parlé. Et donc, on est tombé sur Vas avec Bachir, et en le rematant, je pouvais pas proposer, on pouvait pas proposer un film plus d'actualité que celui-ci. Alors, Projection perdue est bien évidemment pour la paix et pour la fin de tous les combats, avec un espoir pour une énorme justice afin que tout soit rétabli, mais avant tout la paix et la fin des combats. Et sur ce, Louis, je vais te demander de résumer Valse avec Bachir, sauf si tu vas ajouter quelque chose. Non, ça va. Je pense que de toute façon, ce qu'on va rajouter, ce sera avec le sujet du film, puisque ça se passe alors en mélange entre 2006 et 1982, puisque en fait c'est l'histoire de Harry Folman, le réalisateur, qui en fait ne se souvient pas d'une opération militaire à laquelle il a participé, qui s'appelle l'opération P en Galilée, donc P entre grosses guillemets, hein, en 82. On expliquera ce que c'était cette opération plus tard. Et en fait, il s'en souvient pas, comme ça arrive beaucoup, et il va voir un ami psychologue qui lui dit en fait, c'est normal, la mémoire, c'est quelque chose de fluctuant, tu peux avoir un traumatisme, etc. Et donc, Harry Folman, il va aller voir tous ses anciens amis qui étaient avec lui pendant cette opération pour savoir s'ils s'en souviennent. Et il se trouve qu'en fait, ils ont eux aussi du mal à s'en souvenir, ou en fait on se rend compte que c'est un peu fantasmé, etc. Et donc ça va être une espèce de docket documentaire. Alors on dit documentaire parce que c'est des vraies personnes qui témoignent et tout, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est un documentaire et un film d'animation, ce qui est extrêmement rare. Il me semble que c'était le premier long métrage comme ça. Bon, certains disent que c'est le premier, certains disent que non. C'est pas très important, mais en tout cas, en termes juste formels, un documentaire d'animation, c'est quand même pas très courant. Et donc, on va avoir une alternance en fait entre ses mémoires qui vont être mis en image et justement lui qui va aller voir ses anciens camarades qui ont fait le service militaire avec lui pour savoir ce qui s'est réellement passé. Pour préciser sur ce que c'est, en fait, cette opération, ça implique beaucoup de personnes, notamment Israël, le Liban aussi. Ça se passe juste après l'assassinat de Bachir Gelmayel, qui était donc élu au Liban et qui était un allié d'Israël. Il se trouve qu'il est assassiné par l'opposition et par les résistants libanais. Et donc, Israël va, avec les partisans à Bachir, attaquer depuis Beyrouth Sabra et Shatila, qui sont des camps de réfugiés palestiniens, en fait. C'était en 82, donc on voit que en fait, la situation palestine-israélienne date pas du tout du 7 octobre. Sachant que le Hamas n'est pas du tout impliqué dans cette opération, puisque c'est l'organisation de libération de la Palestine. Oui, dans l'opération qu'il y a au cœur
du film. On va marcher sur des œufs. Heureusement qu'on va surtout parler de cinéma, même si on peut pas trop échapper à l'histoire. C'est pas comme si on voulait y échapper, parce que si on veut y échapper, au final, on va à l'encontre de ce que nous propose notre film. Alors, comme tu l'as mis en avant, c'est très particulier, puisque c'est un documentaire sous forme de film animation. C'est-à-dire qu'on a tous les témoignages des différents soldats, des différents psys et journalistes qui vont intervenir. La seule particularité, c'est que Harry Folman, en fait, les redessine par-dessus. Et ça va permettre quelque chose qu'on nous offre dès l'introduction. Alors, est-ce que tu te souviens de la scène d'introduction, Louis? Ouais, c'est un rêve. Ouais. Est-ce que tu te souviens ce que c'est, ce C'est rêve? un rêve de 36 chiens qui attaquent un homme dans une dans une ville. Ouais. Exactement. En fait, c'est drôle parce que ça m'a rappelé The Lobster, vu qu'on est encore sur un truc animalier. Autre podcast que vous pouvez découvrir d'ailleurs. Et en fait, l'introduction, c'est un groupe de chiens qui courent dans les rues d'une ville. Les gens sont effrayés, les chiens semblent totalement fous, voire enragés, mais ils s'attaquent à personne. Et ils arrivent au pied d'un bâtiment où ils aboient sur une personne. Et à ce moment-là, on voit 7 personnes dans un bar en train de parler avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Harry Folman, et il lui explique que c'est un rêve et que tous les nuits depuis la fin de la guerre, il fait ce rêve où 26 chiens viennent aboyer devant chez lui, et à ce moment-là, il se réveille. Harry Folman lui répond, mais comment que tu sais ces 26 chiens? Il lui explique que lui, durant cette intervention militaire, durant cette guerre, ben, vu qu'il était incapable de tuer des humains, son travail c'était d'éliminer les chiens d'éliminer les chiens qui montaient la garde, et donc il les abattait, et en tout il en a battu 26. Et Harry Folman, à ce moment-là, il fait d'accord, et son ami lui dit, mais toi, tu fais pas ce genre de rêve? Et Harry lui répond non, en fait, depuis que la guerre est finie, il y a jamais repensé. D'ailleurs, ses souvenirs sont extrêmement troubles. Et son ami lui dit, mais c'est bizarre et tout. Le soir, ils se séparent, et ce soir-là, Harry fait un rêve, celui où il est plongé dans la mer avec 2 autres personnes, alors que des lumières descendent sur une ville détruite. Et à partir de là, il va essayer de reconstituer sa mémoire disparue. Et là, je me rends compte que je suis en train de faire une sorte de mansplaining, même si t'es pas une femme, Louis, je suis en train de réexpliquer l'introduction, le film, alors que tu viens le faire, ce Non, qui est mais tu absolument l'expliques affreux. aux auditeurs. Ouais, mais c'est juste l'introduction, et ça va lancer cette particularité que je voulais mettre en avant, c'est que c'est un film d'animation documentaire, mais on va avoir des scènes de rêve qui vont être dessinées. Ça va créer un espace onirique qui est très important, parce que la plupart des personnes qui ont participé à cette guerre, comme tu me l'as dit, n'ont pas totalement des souvenirs ou ont des souvenirs troubles. Par contre, à chaque fois, ils vont avoir des rêves qui vont être liés à cette bataille, un peu comme s'ils l'avaient enterré dans leur subconscient, et que leur subconscient essayait de faire ressortir leur participation Mhm. à ce Et puis massacre. ça parle donc de mémoire. D'ailleurs, c'est une des premières scènes du film où on va expliquer des études qui ont été faites sur la mémoire. On peut créer des faux souvenirs ou on peut oublier des choses. La mémoire, en fait, c'est quelque chose de très dynamique. Et donc, comme tout grand film, en fait, Valse avec Bachir, il va en même temps parler d'un sujet très précis et en même temps parler de cinéma, puisque à travers le réalisateur qui va rechercher sa mémoire, ça parle aussi de comment le cinéma est un aide à la mémoire, en fait, et comment le cinéma a ce devoir-là de mémoire de ce qui s'est passé. Et en même temps, le fait que ce soit un film d'animation, vu que c'est sur la recherche de mémoire, bah, ça montre que ce n'est pas des images réelles et donc que les souvenirs sont pas réels et que c'est pas à prendre au pied de la lettre ce qui s'est passé. Donc ça prend une distance comme ça tout de suite par rapport à la réalité, ce qui est en fait assez intéressant. Ouais, c'est ce que lui dit son ami dès le départ, quand Harry lui dit mais tu devrais aller voir un psy, et qu'il lui interroge, bah toi aussi parce que t'en as aucun souvenir, et il lui répond mais non, je vais pas faire ça. Et il fait bah fais un film, et il dit mais pourquoi je ferais ça? Il fait bah tes films c'est un peu comme ta thérapie, et c'est à partir de là qu'il va se lancer dans cette quête. Alors c'est un film qui parle énormément de mémoire, et c'est une mémoire personnelle, mais c'est aussi une mémoire collective indirectement, vu qu'il va récupérer différents témoignages, et c'est aussi une mise en garde finalement pour cette mémoire, parce qu'elle se complète en effet, mais l'un des enjeux qui se pose, c'est est-ce que cette mémoire qui se complète est réelle ou pas? Et je trouve que l'un des moments qui parle le plus, c'est lorsqu'ils sont dans une ville où ils sont coincés d'un côté parce que depuis les autres buildings on leur tire dessus, et tu as un personnage que j'aime beaucoup qui est introduit. Donc quand je dis un personnage, c'est une vraie personne qui est, si je ne me trompe pas, le journaliste Ronbei Yishai.
désolé si j'ai massacré son nom, où tu as les soldats qui sont retranchés, qui sont en train de tirer, et lui, de la façon dont Harry le décrit, alors je sais plus si c'est Harry ou l'un de ses camarades soldats, c'est il arrive sur le champ de bataille, il se tient bien droit, il marche naturellement alors que les balles sifflent tout autour de lui, et en fait, il est vraiment présenté un peu comme un super-héros qui débarquerait sur un champ de bataille, alors que son caméraman juste devant lui est quasiment en train de ramper au sol pour éviter les balles. Et j'aime beaucoup parce que au moment où on te présente cette scène, tu te dis, c'est pas possible, ça doit être une erreur de mémoire, mais c'est jamais une scène qui est remise en question. Et juste derrière, on te présente ce journaliste qui est assez stoïque, qui parle extrêmement bien et qui enchaîne en t'expliquant, oui, j'étais là, nos soldats étaient bloqués, mais ce qui était intéressant, c'est que sur le balcon derrière eux, vous pouviez voir la foule qui était, qui était sur leur balcon en train de regarder ce qui se passait, comme si c'était un film d'action, ils étaient en dehors du danger. Et c'est un personnage qui va être très important dans la conclusion parce que c'est lui qui va amener les tout derniers détails qui vont être liés au massacre. Donc c'est un film qui parle énormément de mémoire et qui fonctionne d'autant plus parce que ça prend un peu l'idée d'une quête journalistique justement en regroupant différents témoignages. Ouais, c'est intéressant parce que quand on parle de mémoire, il y a toujours un sujet qui vient là. Et d'ailleurs, le film l'évoque vite fait, c'est bah, le moment c'est la Shoah. Et il y avait eu des débats sur le cinéma même, sur le pouvoir du cinéma. Est-ce que le cinéma a le droit de faire ou pas? Est-ce que le cinéma a le droit de représenter? Et il se trouve que la Shoah, en fait, beaucoup de documents ont brûlé. Il y a eu un article qui est très connu, qui est sur un film qui s'appelle Capot, et en fait l'article est devenu plus connu que le film en lui-même. Ça s'appelle De l'abjection de Jacques Rivette, donc, qui est aussi un réalisateur. Il y a eu tout un débat qui a été aussi reproduit avec quand Spielberg a fait son film sur la Shoah, comment ça s'appelle? La liste de La Schindler. liste de Schindler. Voilà, quand Spielberg a fait la liste de Schindler, il y a eu ce débat qui est ressurgi. En fait, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de montrer et qu'est-ce qu'on a le droit de reproduire. Et en fait, certains théoriciens pensent qu'on n'a pas le droit de reproduire la Shoah parce que c'est tellement abject qu'on ne peut que utiliser des documents d'archives qui témoignent et qu'on ne peut pas reproduire. Je schématise globalement les pensées, hein. C'est beaucoup plus précis que ça. Sauf qu'en fait, bah, la plupart des documents ont été détruits, donc en fait, c'est pour avoir ce devoir de mémoire-là, bah, on est obligé un minimum de reproduire. Et alors, ce que je trouve pertinent dans Valsa avec Bashir, c'est qu'il va parler de massacre, et qui va parler de massacre en faisant un film d'animation. Et donc, le fait de faire le film d'animation, ça dit, regardez, je fais ce travail de mémoire-là, mais je ne reproduis pas, je prends mes distances par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'est de l'animation, donc on voit que ce n'est pas réel. Et donc, je trouve ça hyper intéressant en termes de démarche. Et ensuite, lui-même, il va parler de la Shoah parce qu'il me semble que c'est la mère du réalisateur qui a été dans les camps. Et donc, en fait, son ami psychologue va lui dire, bah, en fait, là, tu vois, ton rêve, c'est plus lié au fait à ce massacre-là qu'au massacre que tu as vécu. Et en fait, tu as oublié ce massacre-là parce que à ce moment-là, pendant ce massacre-là, tu y as participé, donc tu t'es vu comme le nazi, comme tu t'es vu comme un nazi en fait. Donc dans le film lui-même, il y a une comparaison. Oui, parce que vers la fin du film, en fait, il a rencontré beaucoup de personnes et lui, il a ce rêve persistant et il se dit, ce rêve, il est tellement clair et limpide que ça va forcément être un souvenir. Et il se rend compte que bah, les autres soldats n'ont pas ce souvenir avec lui alors qu'il avait un soldat qui l'a suivi absolument partout. Et au bout d'un moment, il veut tellement trouver un sens à ça que, comme tu le dis, son psy lui explique, ben, en fait, tu lis ça indirectement à ton histoire personnelle, vu que je pense que c'est ses parents, en effet. Sa mère a été dans un camp et son père se battait sur un champ de bataille, parce que sa mère est juive et son père était russe, donc il était du côté soviétique. Et il a indirectement bah, lié ce massacre dans le camp de Sabra et Shatila à son histoire personnelle. Et derrière, il y a toute la mise en avant du mécanisme indirectement de l'extermination qu'on évoquera peut-être après, vu que c'est à la fin du film que c'est bien mis en avant. Mais on retrouve un truc qui est très intéressant, c'est qu'il a beau être sur un champ de bataille, les premières minutes quand on nous montre sa présence sur les champs de bataille, tu retrouves bien finalement cette vision d'une jeunesse qui est embarquée dans la guerre et qui se retrouve sur un champ de bataille. La première scène où tu le vois avec une arme à feu, c'est le moment où il explique
qu'ils étaient dans un tank, qu'ils avançaient dans un champ, qu'ils tiraient partout, parce qu'on leur avait dit de tirer, ils ne savaient pas sur quoi ils tiraient. Donc ils arrivent jusqu'à un endroit où ils ne font que tirer, il fait nuit, on leur explique qu'ils doivent repartir dans un autre endroit, ils remontent dans ce tank, ils se remettent à tirer, et cette fois c'est lui le chef de mission, et t'as un plus jeune soldat qui lui demande pourquoi on tire, et il fait bah je sais pas, on tire juste, et il continue Ouais, à tirer. Et tu trouves ça à plusieurs moments, notamment un moment où on leur donne pas de mission, donc ils sont sur la plage, euh, ils jouent, ils font un peu de foot, lui il explique qu'il est très content parce qu'il s'est fait un abri au soleil et il peut en profiter. Et il y a un autre truc que tu transpires dans le film, les rares moments de pause qu'ils ont, c'est toujours des moments qui sont des moments oui, musicaux, c'est vrai. qui sont marqués justement par une musique un peu rock, un peu, je dirais pas punk, mais rock qui a tout l'esprit de rebelle de Et tu la sens qu'ils sont dans jeunesse. une espèce de transe, en fait. Ils tirent sur des civils, mais ils sont tellement dans une transe hypnotique qu'en fait, ils s'en rendent pas vraiment compte. Et c'est renforcé par le fait que le moment où tu as les éléments de musique, c'est toujours monté un peu comme un Mm. clip euh, musical. Et c'est contrebalancé entre bah, lui qui fait son enquête dans le présent, les rêves de ses autres amis et certains témoignages qui sont incroyables. J'aime beaucoup le segment sur le survivant du tank, dont son tank se fait détruire, qui explique qu'il doit se cacher, qui pense qu'il va être tué, mais que les gens l'oublient, et qui se met à nager extrêmement longtemps juste pour retrouver les siens alors que tout le monde pensait qu'il était mort et il vit derrière avec le, le poids du survivant, le syndrome du survivant qui est assez lourd à porter. Quand tu es le survivant d'une attaque, d'une bataille, etc., ou de quelque chose, Ou d'un accident de ou d'un voiture. accident de voiture, tu as l'impression d'être coupable d'être le survivant. Exactement. Et je sais pas si tu te souviens, toi qui as fait une vidéo sur les ralentis, mais il y a un moment où dans le film il y a un C'est ralenti. quand ils enfilent... bah, c'est dans son rêve, non? Quand ils enfilent les blousons? C'est pas dans son rêve. Je ne sais pas, alors. Il y a un moment, il y a un seul ralenti et ça m'a vraiment marqué parce que c'est un moment où ils avancent sous des bergers, je pense que c'est des orangers, mais je ne suis pas spécialiste des arbres. Et en fait, c'est un moment qui m'a marqué parce que c'est le seul moment qui, si je me souviens bien, où une musique classique ressort parce qu'ils sont en train de chasser des terroristes justement dans ce champ et l'effet de la musique classique, ça donne un peu un effet de chasse à courre, comme s'ils poursuivaient des animaux. Et pendant qu'ils sont dans ce champ, la seule scène de ralenti que tu as, si je me trompe pas, c'est le moment où un jeune garçon a un lance-roquette, tire sur un des tanks et que tous les soldats, d'abord sont Mhm. stupéfaits, se retournent et se mettent à fusiller cet Ah enfant. oui, c'est Et à ce horrible. moment-là, tu as un ralenti et ensuite tu as un contre... Enfin, tu les vois juste fusiller et ensuite tu vois la scène de l'enfant mort. Et derrière, il réévoque pas tellement ce moment assez affreux. Et ça fait partie des souvenirs que Harry avait totalement effacé de sa mémoire. Il avait retiré le fait qu'il avait tiré sur un enfant. Il y a une scène qui est presque drôle, mais en même temps, au vu de je pense que au vu de la situation qui se passe en ce moment à Gaza, enfin, ça fait vraiment écho. C'est une scène qui est en fait presque, qui est pas parodique, mais qui est absurde, où tu sais, ils pourchassent une voiture, ils essayent de lui tirer dessus. C'est juste après qu'ils évoquent le fait que c'était la moque des voitures piégées. Ils sont déjà au Liban. Ils sont dans une des villes importantes, peut-être Beyrouth, si je me trompe pas. Et si je me trompe pas de scène, en fait, c'est une voiture dans laquelle tu vois des gens qui passent à côté des soldats qui les massacrent et ils commencent à essayer de tirer sur ce véhicule pour le Mais alors, je détruire. sais pas à quel groupe ils font partie, mais en tout cas, ils tirent ouais, sur l'armée. Et en fait, ils les pourchassent et t'as une espèce de montage clippé où tu vois qu'ils essayent de tirer sur la voiture. Et en fait, ils tuent sur les gens autour, ils bombardent tous les. Tu sais, c'est presque la parodie de Star Wars où tu vois que les Oui, Stormtroopers ils tirent juste à côté et que les tirs sont déviés. Et en fait, enfin, tu penses à cette scène-là et tu penses à ce qui se passe actuellement à Gaza où, soi-disant pour débusquer le Hamas, ils tirent sur les hôpitaux, ils tirent sur les civils. Et tu vois ça et tu peux pas t'empêcher de faire le parallèle en fait. ouais, mais c'est aussi un truc qui... En fait, c'est une scène que j'aime bien parce que, à nouveau, c'est surtout des jeunes qui sont mobilisés et même les commandants, ils sont pas si âgés que ça. Les commandants, tu sens qu'ils sont là, leurs ordres, c'est juste tirer, rapatrier les ordres, avancer. Et les jeunes, c'est toujours... ils tirent, mais ils tirent Hmm. par peur. C'est d'ailleurs la toute première scène qu'on a avec eux et des armes à feu, c'est... Ils arrivent... Il n'y a pas Harry, c'est l'un de ses camarades qui arrive
au moment où ils débarquent, ils se mettent à tirer, mais ils se mettent vraiment à tirer dans le vide parce que l'un d'entre eux se met à tirer, ils se mettent à fusiller jusqu'à ce qu'il y ait une voiture qui passe devant et qu'ils tirent sur la voiture. Au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Et en fait, la voiture, c'était juste une famille qui passait dans le coin et qui se font massacrer. Et tu as plusieurs erreurs et des bombardements qui reviennent au fur et à mesure dans le film, notamment un moment où l'armée israélienne, donc ça, se met à bombarder leur propre unité parce qu'ils pensent que c'est une Oui, unité c'est ennemie. vrai. Et l'un des chefs meurt justement dans cette opération de bombardement. Et tu sens un basculement dans le film au moment où vraiment il commence à récupérer la mémoire parce que c'est le moment où tu vois de plus en plus d'accidents et de plus en plus de violence. Alors des accidents fait pas sale, mais aussi des moments où eux ils y restent. T'as une scène qui pour le coup est clipex et je me demande si elle arrive pas après celle de la voiture où tu vois les hélicoptères, je crois qu'on vient de leur donner l'ordre d'aller vers Beyrouth, qui se posent pour récupérer les gens. C'est un moment où t'as juste de la musique, t'as aucune scène. Et en fait, un hélicoptère se pose, t'avais 4 soldats qui attendaient, 3 montent dedans, le quatrième, il monte pas dedans, il fait un peu «Eh, vous m'avez oublié», et juste derrière, t'as une voiture qui arrive, des gens en sortent, le massacre et repartent. Et ça dure moins de 20 secondes, mais ça te met en avant la montée de la violence à l'intérieur du film. Ça arrive juste après sa permission, où il a un peu ce truc que ressentent beaucoup de soldats, c'est-à-dire qu'ils se battent au front, ils sont dans des conditions extrêmement dures, et quand ils reviennent, dans l'arrière, les gens ont encore plus ou moins un bout de leur vie. Ouais, Ils ouais, c'est sortent, ça. ils font la fête, ils mangent. Et ils se retrouvent un peu dans cette situation où tu te dis, mais je suis en train de me battre et ici, ils font la fête. Et c'est là où son père lui parle de sa permission à lui. Je sais pas si tu te souviens ce que c'était sa permission. Non, je sais plus. Alors, il explique que l'armée russe leur permission, parce qu'il voit que son fils est revenu et qu'il se plaint un peu, alors qu'il est même pas là depuis 24 heures. Surtout que lui, il revient pour récupérer sa copine qu'il a larguée avant qu'il parte à la guerre. Et son père lui explique, et Harry explique juste en montrant le dessin, que lui, durant la Seconde Guerre mondiale, son père a eu une permission, il est revenu, ils sont descendus du train, ils ont pris leur femme dans les bras, et ensuite ils sont remontés directement dans le train. Et c'était ça leur permission. Voilà, j'ai une anecdote, mais qui n'a rien à voir. C'est les sessions, tu vois, c'est les pauses durant l'armée. Et en fait, tu sais pourquoi on dit session quand une bière est pas forte? Non, session. Genre les sessions à IPA, par exemple. Tu vois, session IPA, session blonde et tout ça. Et ben, c'est des bières pas fortes parce que justement, c'était des bières autorisées à l'armée pendant justement les pauses. Ah, Voilà, peut-être qu'on coupera cette partie parce que c'est pas trop dans le sujet. c'est vrai. Mais, ouais. Mais tu sais que, alors pour rester dans les horreurs de la guerre, et qu'on coupera normalement aussi, tu sais, quand l'armée américaine a débarqué, il y a eu plusieurs agressions et plusieurs viols de Françaises, notamment parce Mhm. que c'est des soldats qui étaient jeunes, parce que normalement ils doivent boire à 21 ans, sauf qu'en France tu peux boire beaucoup plus jeune. On est encore à une époque où quasiment dès 16 ans tu peux boire de l'alcool, et du coup ils se sont mis à boire très jeunes, ce qui n'exclut pas les horreurs qu'ils ont faites, mais du coup un alcoolisme ambiant directement qu'ils ont transporté avec eux. Mhm. Voilà, c'était la pause alcool. C'est super. Comme quoi, on dit, ouais, quand t'es bourré, tu sais, tu dis, mais si tout le monde était bourré tout le temps, tout le monde serait sympa. Non. Alors, toujours, toujours en coupé. En ce moment, dans l'exposition, je parle des bacchantes qui sont les suivantes de Dionysos. Et la particularité des bacchantes, c'est qu'elles sont constamment ivres. Donc, c'est des femmes qui se dénudent constamment parce qu'elles ont trop chaud, parce qu'elles sont alcoolisées. C'est des femmes qui ont tendance à se battre avec tout le monde parce qu'elles sont alcoolisées. C'est des femmes qui ont tendance à danser parce que c'est bien évidemment quand tu es alcoolisé que tu danses le mieux. Et c'est aussi des femmes qui ont tendance à coucher avec plein de monde à nouveau parce qu'elles sont alcoolisées. Et c'est des femmes qui ont tendance à tuer aussi beaucoup de monde à nouveau parce qu'elles sont alcoolisées. Comme quoi, l'alcool, c'est pas forcément la meilleure drogue pour faire la paix, hein. Je voulais préciser qu'en fait, Harry Feldman, il se sent coupable. En fait, c'est aussi beaucoup sur la culpabilité d'avoir participé parce que il n'était pas directement sur le massacre. En fait, ouais, c'est ça. Il a tiré des fusées éclairantes qui sont dans son rêve aussi, en fait, qui ont permis à la milice, donc des phalangistes, c'est des chrétiens qui soutenaient Bachir, de perpétuer les massacres. Donc en fait, indirectement, il se sent coupable. Ce qui est l'est en fait, il a participé au massacre, hein, même s'il n'a pas tiré sur les civils lui-même. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas que c'est évacué, mais c'est apporté à la fin où vraiment ils font chaque instant de ce massacre mis en place, où on explique que les phalangistes sont censés évacuer le camp parce qu'on suppose qu'il y a des, euh, des traites qui sont à l'intérieur, qu'ils vont y rentrer, que en fait les gens vont commencer à entendre des coups de feu
l'armée israélienne, elle, n'est pas rentrée. Ils sont juste à l'extérieur du camp, ils peuvent observer. Et ils se rendent compte qu'ils sont en train de tuer des civils palestiniens. Et à ce moment-là, ben, ils vont commencer à appeler leur supérieur. Mais la vraie personne qui explique comment la situation s'est passée, c'est à nouveau le journaliste qui l'explique super bien. C'est que il commence à entendre beaucoup de rumeurs Mhm. d'un massacre qui se propage. Et en fait, tous les faits commencent à se coordonner, à se regrouper. Il appelle le chef où il explique la situation. Le chef lui fait mais tu l'as vu et il lui dit bah non, mais tous les faits se regroupent et il raccroche en lui disant d'accord. Et le journaliste explique dans une telle situation, tu ne dis pas d'accord, tu dis je vais faire quelque chose. Mais là, il dit d'accord comme si en fait bah, c'était prévu, c'était plus ou moins signé. Et Harry se retrouve derrière à expliquer ça. Il se dit mais ils savent qu'il se passe une horreur et ils refusent d'agir. Et son psy lui dit quelque chose, lui dit une phrase que si je me trompe pas, c'est lui qui dit que j'aime beaucoup, où il dit, bah, généralement, quand les gens ont affaire à un problème qu'ils sont incapables de régler, ils s'en accommodent. C'est-à-dire qu'ils l'acceptent et même si le problème est horrible, ils feront avec. Et il rajoute que derrière, si Harry Folman justement est autant perturbé par ça, c'est que bah, lui, il trouve que c'était horrible que personne ne soit intervenu et le psy lui met en avant que bah, lui, techniquement, il était sur place. Et il lui répond, oui, mais j'étais pas le rouage principal, c'était seulement les gradés qui pouvaient faire ça. À ce moment-là, il demande, mais c'était quoi ta fonction? Au final, il lui explique qu'il devait juste lancer les fusées Mhm. éclairantes parce que tu comprends qu'il y en a certains qui ont réussi à s'échapper et ça va permettre aux phalangistes de les poursuivre dans la ville et d'aussi les massacrer. Mais à aucun moment, en fait, Harry ne prend... Enfin, il se retrouve submergé par ce massacre qu'il trouve horrible, mais à aucun moment il prend véritablement totalement conscience qu'il en a vraiment participé. Parce que lui, il se considère pas comme le premier rouage qui pouvait l'arrêter, il se considère comme le deuxième rouage qui éventuellement aurait pu faire quelque chose, mais c'était pas à lui techniquement d'intervenir. J'ai d'abord une question pour toi. Est-ce que tu trouves que c'est un film anti-guerre? J'avoue que je suis assez mitigé sur le fait que ce soit un film anti-guerre. C'est un film qui s'oppose à la guerre, mais c'est essentiellement un film qui va parler de mémoire. C'est pas un film comme Requiem pour un massacre ou bien Rien de nouveau à l'Ouest. À l'Ouest, Rien de nouveau, qui sont vraiment des films qui vont te montrer l'horreur de la guerre et à quel point ça détruit un humain. Là, la question qui se pose, c'est comment un massacre a pu avoir lieu. L'idée, c'est pas de dire il faut plus que le massacre ait lieu, c'est vraiment de dire, enfin si ça va participer indirectement avec le travail de mémoire, mais pour moi la question qui se pose c'est comment est-ce que l'homme a pu commettre des horreurs pareilles et pas de dire l'homme a commis des horreurs pareilles, faut plus jamais que ça se produise. Enfin c'est un peu ce que le film fait, j'arrive pas à savoir si mon explication fonctionne beaucoup, mais pour moi c'est pas un film anti-guerre, ce serait entre guillemets un film anti-massacre. En fait, moi, là où je trouve que c'est un film vraiment anti-guerre et qui a fonctionné sur moi, c'est qu'il y a beaucoup de films de guerre où je ressors, mais tu sais, et je suis en mode, ah ouais, la guerre, c'est pas bien. Intellectuellement, je le vois, parce que le film en parle de manière, on va dire, qui s'adresse à mon esprit plutôt analytique, en mode, ah, la guerre, c'est pas bien, nanana. Et là où je trouve que là où le film fonctionne, c'est que vraiment, en voyant le film, je trouve ça horrible, mais pas intellectuellement. Vraiment, j'ai envie que le film s'arrête, ou en tout cas que de plus voir ces massacres-là, tu vois. Et ça m'arrive très peu quand je fais une œuvre, ou mettons, ça m'est arrivé dans des séries où, tu sais, des séries de combat, finalement, c'est en mode, ah oui, c'est pas bien le combat, mais au final, t'es quand même en train d'aimer le combat et tu trouves ça cool. Ouais, parce que la violence et l'affrontement est mis en avant. En fait, on te propose des protagonistes, quasiment des héros en train de se battre. Et la fin arrive vraiment en apothéose sur ça, où vraiment j'ai versé les larmes de mon corps, parce qu'en fait, à la toute fin, on voit les images qui sont plus en animation, mais on voit vraiment des images filmées de ce moment-là, après où les camps ont été attaqués, où on voit les gens sous les décombres, et c'est horrible. Oui, on a les photos justement des conséquences parce que c'est le moment où les journalistes rentrent enfin, ils peuvent montrer Ils peuvent tout ce qui montrer se ce qui se passe. passe, et franchement, c'est une scène qui est hyper forte, parce que tu vois que, en fait, tout ce qui est fantasmé un peu par l'animation, tu dis, non, en fait, tu te dis bah, que l'animation renforce les choses, et en fait, tu te rends compte que l'animation avait pour but d'atténuer la violence. Et tu vois ces images-là qui sont absolument horribles et qu'on continue de voir. Mm. Alors que le rythme dans le film, il participe beaucoup parce que toute la narration est assez lente et même le moment où, comme j'ai dit, le survivant du tank, qui est un moment que je trouve extrêmement fort, ça va être une narration qui va rester lente alors que tu as une fusillade. Et
je crois que le film. Alors, moi, à nouveau, je le ressens pas comme un. Je vois que c'est un film qui veut la paix, comme nous, mais je le vois pas comme un film anti-guerre, justement parce que tu vois jamais vraiment de véritable affrontement, ce qui n'est pas une obligation dans Requiem pour un massacre. Tu vois pas du tout d'affrontement, mais tu vois l'horreur d'un oradour sur glane filmé dans toute sa violence et l'injustice qu'il met en avant. Là, tu retrouves à nouveau l'injustice. Et pour d'autres films, par exemple comme Apocalypse Now, qui se voudrait anti-guerre, bah, tu mets tellement en avant tes personnages, qui tu leur donnes une aura mystique, qu'au final tu te dis ouais c'est vrai, mais c'est des hommes brisés, ils ont souffert, ils ont combattu, alors que tu n'as pas justement cette mise en avant de héros. Pour moi, Valse avec Bachir, ok, bon bah, plus j'y pense, plus je me dis que si en fait c'est un film anti-guerre, parce qu'il me fait beaucoup penser à Jared, où tu suis justement des soldats à qui tu as appris à tuer, qui tu en as fait des armes de guerre, et qui se retrouvent dans une situation où ils ne tuent pas du début jusqu'à la fin de leur guerre, ils se retrouvent brisés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bah, ils sont pas brisés, nos héros, vu que la mémoire les a protégés de eux-mêmes, mais tout ce qu'ils ont, c'est une amnésie. Et tout ce que le film fait, c'est nous rappeler que bah, face à l'horreur, on ne doit pas oublier. C'était l'épisode de Projection perdue sur Valse avec Bachir d'Harry Folman, un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi, Damien. À la prochaine Louis, à la prochaine les gens. Salut tout le monde. Et n'oubliez pas, c'est tout, n'oubliez pas, hein, c'est le thème du film. Là c'était juste, n'oubliez pas, ok, je pensais que t'allais dire, n'oubliez pas, la paix est importante. Putain, ouais non, j'aurais pu avoir une meilleure conclusion pour introduire Sorry to Bother You. J'aurais pu faire ma voix de blanc. T'as une voix de blanc? Tu le verras quand tu verras le film.